Résidence Serigne Touba de Colobane, point de ralliement de nombreuses personnalités politiques et religieuses. Le calife des Mourides qui y séjourne en prélude à l'inauguration de Masalikul Jinan a reçu en début d'après-midi l'archevêque de Dakar et l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Abdoulaye Wade y est attendu aussi. Affaire Ndiaga Diouf, le procès en appel a été renvoyé une nouvelle fois au 16 octobre. Ndiaga Diouf, du nom du nervi qui avait été tué devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Barthélémy Diaz, principal mis en cause, avait déjà été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Les travailleurs de la S2 qui comptent assoiffer les populations à partir du 13 octobre prochain, ils seront en grève pour 3 jours. Leur syndicat réclame 15% dans le montage de la nouvelle société devant remplacer la S2. Youssouf Bodian sera là pour la Paix Sport. Yonoutol, Mamadou Amar Ndione, débrief Dr Céliba, sociologue, et l'analyse avec nous les accidents de la route. Ces accidents devenus récurrents. À la technique pour ce 18h, Amadine Ndiaye au micro. Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, les travailleurs de la Société sénégalaise des eaux qui menacent d'aller en grève à partir du 13 octobre prochain. En conférence de presse ce matin, ces agents dénoncent le mutisme de l'État et leur non-implication sur l'attribution à Suez du marché de la distribution d'eau au Sénégal. Eliman Diouf, le coordonnateur du cadre des syndicats de la S2, est au micro de Virginie Léontine Sagna. Comme stipulé par l'Assemblée générale, un préavis de grève. Et un préavis de grève, il dure 1 mois. Donc depuis le 13 septembre, nous avons déposé un préavis de grève. Et le 13 octobre, normalement, nous, travailleurs de SD, nous pouvons valablement aller en grève sans avertir. Jusqu'à ce que l'État puisse dire que je vais vendre la SD. Et qu'en vendant la SD, je vais, au lieu de 5% que j'avais dans le capital, je vais prendre 25%. Nous n'allons pas accepter que sur l'autel des conflits entre SDE et l'État, dans le cadre de cet appel d'offres et dans le cadre de l'attribution du contrat, que l'entreprise soit mise en état de cessation ou de faillite, et ce qui nuirait à notre outil de travail, qui nuirait à notre actionnariat et qui nuirait au fonctionnement du service public de l'eau que nous gérons et sur lequel nous pensons que nous avons apporté le maximum durant ces 23 ans pour que la population ait de l'eau en quantité et en qualité. Ils n'ont pas voulu mettre en place un comité ad hoc tel que stipulé dans le protocole d'accord qu'on avait signé avec eux depuis le 1er mai 2018, et ce protocole d'accord stipulait que le comité ad hoc, c'est lui qui devrait se charger de préparer la passation de services entre la société qui arrive et la société actuelle. Il n'y a qu'une seule première réunion et le comité ad hoc est bloqué. Les travailleurs de la SDE qui espèrent que l'entreprise Suez les mettra dans de meilleures conditions, ils font confiance à leurs syndicats qui, selon eux, défendront donc les intérêts. RFM, la radio de toute l'actualité. 3 personnes ont perdu la vie ce matin sur l'autoroute Ila-Touba. Un véhicule a violemment heurté un camion. Un stationnement, les corps sans vie donc ont été déposés à l'hôpital régional de Diourbel. L'accident s'est produit entre Bambey et Diourbel. Naufrage du Diola, le 18e anniversaire, c'est demain 26 septembre. Les orphelins au cœur de la commémoration. À Ziguinchor, l'Observatoire national du Diola évoque 18 années de souffrance. Jean Bertrand Diatta de l'Observatoire, donc, au micro de Lamine Ba, notre correspondant à Ziguinchor. La particularité de cette commémoration a été choisie par les orphelins eux-mêmes. D'abord pour le thème, ils ont décidé de choisir le thème qui s'intitule 18 ans de souffrance. Donc 18 ans de souffrance, c'est significatif. C'est en rapport avec ce qui s'est passé le 26 septembre jusqu'à nos jours. Et du point de vue revendication, depuis 18 ans, nous avons pratiquement les mêmes éléments. Nous avons la vérité qui n'est pas encore dite sur le Diola. Nous avons la justice qui n'a pas été faite. Nous avons la prise en charge psychosociale. Je vais y revenir parce que nous avons de sérieux problèmes avec le traumatisme. Nous avons aussi le renflouement de l'épave du Diola. Donc ces revendications et le mémorial musée Bateau le Diola. Ces revendications sont toujours d'actualité parce que jusque-là, c'est vrai que nous avions rencontré le président de la République quand il était venu à Ziguinchor, à la gouvernance. Il nous avait promis de remettre sur la table tout le dossier du Diola. Donc jusque-là, c'est vrai qu'il y a aussi de l'autre côté quelques avancées,
Nous avons le mémorial musée Bartolo Diola. J'espère que ça sera construit dans les brefs délais, puisque l'appel à candidature, tout ça, etc., le plan, tout a été dégagé et que le décret aussi a été signé par l'autorité. Nous espérons que la réalisation sera bientôt faite. Du point de vue des orphelins, les 900 orphelins n'ont pas été pris en charge jusque-là, malgré la loi qui a été votée dans ce sens et qui prend en intégralité les 1500 orphelins. Donc de ce point de vue, nous attendons aussi à ce qu'il y ait une rétroaction par rapport à cette loi et que tous les orphelins du Diola soient vraiment pris en charge. Et cette attaque à main armée au quartier Lindiane dans la commune de Ziguinchor, des individus armés non identifiés ont dévalisé une boutique et emporté de l'argent et des marchandises. Le boutiquier s'en est sorti avec des blessures, mais sa vie est hors de danger. Les assaillants ont réussi à se fondre dans la nature. Après 3 jours de grève, l'association des commerçants et industriels du Sénégal s'en félicite. Ça a payé puisque la CIS dit avoir rencontré le ministre du Commerce. Mot d'ordre suspendu en vue des préparatifs de la rentrée des classes et de l'inauguration de la mosquée Masalikul Jinan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'inauguration justement officielle de la grande mosquée Masalikul Jinan, c'est tout le monde qui se mobilise pour les travaux de finition, volontaires comme personnel pour les travaux. Nafissatou Sila a fait un tour. Inauguration de la grande mosquée Masalikul Jinan et on en est au dernier réglage. Toute l'esplanade est occupée par de grands chapiteaux devront abriter les officiels. Toutes les installations sont finies. Les dernières couches de peinture sont passées ça et là, de même que les derniers coups de brosse. Bamba Fall, juste la vingtaine, s'est porté volontaire pour cela. Fait pour le grand cher et gracieusement, il faut que tout soit fin prêt. On a pratiquement tout nettoyé, dehors et même l'intérieur de la mosquée. Tout est presque fini. À l'intérieur de la mosquée, c'est idem, les dernières finitions et retouches. Tout ce qui est carrelage et autres, c'est fini. On fait juste les dernières retouches et on fait tout notre possible pour que tout soit prêt avant l'ouverture. La sécurité est aussi au rendez-vous. Nous sommes en finition pour tout ce qui est la sécurité, ainsi de suite. Nous avons effectué les derniers tests avec les pompiers concernant les incendies. Il y a des détecteurs de fumée et des extincteurs posés ça et là. Nous sommes en train de poser les moquettes et tapis. Nous avons même arrêté les visites à l'intérieur de la mosquée et pour cela nous avons bloqué toutes les issues. Juste quelques heures avant l'inauguration officielle, tout le monde est mobilisé pour l'ouverture de la grande mosquée Masalikul Jinan dans les conditions les meilleures. L'archevêque de Dakar a d'ailleurs rendu visite au khalife général des Mourides. Monseigneur Benjamin Ndiaye n'a pas fait de déclaration. Idrissa Seck, aussi lui ancien premier ministre et leader du parti Réumi, a également fait le déplacement à la résidence Khadimou Rassoul de Koloban. Idrissa Seck à sa sortie au micro d'Abdoulaye Diop. Nous sommes venus présenter nos respects et nos vœux à Serigne Mohamedoul Muntaka, khalife général des Mourides, à qui nous souhaitons longue vie remplie de santé pour que s'accomplisse sa mission dans les meilleures conditions. Mais nous sommes venus également marquer notre émerveillement face à l'avènement de cette inauguration de la mosquée Masalikul Jinan. Il y a plus de 100 ans, Serigne Touba disait de façon explicite Lil Muntaka wajjahtu fi Ndakaaru dhikran bihi qad kubkibal makaru. Pour la face de l'élu Al Muntaka, je me dirige vers Dakar et mes prières sur lui m'ont préservé à jamais des stratagèmes du comploteur. Donc face à cette très belle victoire que constitue Masalikul Jinan et le fait que Serigne Muntaka, devenu Serigne Touba, vienne personnellement inaugurer cette mosquée constitue une éclatante victoire pour l'islam et pour la communauté mouride. Nous nous associons naturellement à cet événement.
La rentrée des classes, c'est le 1er octobre pour les enseignants, le 3 pour les élèves. Dans la banlieue, une école sur 10 se trouve sous les eaux. Youssouf Bodian se trouve au studio. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Jo Maron. Et c'est pour la page sport. Sous la parole à vous, on commence par le handball féminin avec les Lions qui ont reçu en début d'après-midi le drapeau national. C'était donc aujourd'hui à leur hôtel à Saly où elles ont reçu la visite du ministre des Sports. Le message de Matarba au micro de Sodacham. Je pense que le handball, depuis 2010, est en train d'écrire des belles pages dans l'histoire sportive de notre pays. Ces jeunes qui nous viennent d'ailleurs parce que la particularité de notre équipe nationale de hand, presque toutes les joueuses ne sont pas tout le temps au Sénégal, elles sont en France dans de grands championnats. Je pense que l'objectif qu'on leur a fixé, c'est d'arriver à être première de cette grande compétition. Ça va nous permettre de participer aux prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Nous devons être ensemble. Chaque discipline est traitée avec beaucoup de respect. Je pense que c'est cela qu'il faudra voir parce que le handball organise beaucoup de stages que le basket n'a pas, beaucoup de stages que le football n'a pas. Il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas penser que le handball pouvait prendre toute cette place-là. Donc, il faut éviter d'être dans la comparaison. Il faut poser les doléances là, il faut le faire. Et que le président qui est en contact avec les autorités administratives que nous sommes, nous pouvons en tout cas arriver à mobiliser les conditions nécessaires qui permettront à ces jeunes d'aborder sereinement la compétition. Un athlète ou bien un joueur qui représente son pays, sa préoccupation, c'est de satisfaire en tout cas les objectifs du peuple sénégalais. C'est ça ce qu'il faut viser, mais pas viser effectivement ce que le président Macky Sall pouvait donner ou bien ce que Seydou pouvait en tout cas trouver comme moyen. Mais le degré de patriotisme doit être toujours augmenté et galvanisé pour que effectivement tous ceux qui représentent le pays mettent en avant les intérêts du peuple sénégalais. Le ministre des Sports Matarba qui s'adressait donc aux Lions du handball qui vont jouer le tournoi de qualification olympique qui démarre demain au Dakar Arena à 16h RDC Angola, Sénégal Cameroun à 18h. La polémique se poursuit après la publication de la liste des meilleurs joueurs FIFA de l'année. Le vote du sélectionneur et capitaine égyptien n'ont pas été pris en compte par la FIFA. La Fédération égyptienne de football assure que le sélectionneur de l'époque, Javier Aguirre, ainsi que le capitaine Ahmed El Mohammadi avaient voté pour Mohamed Salah, mais leurs votes n'ont pas été comptabilisés par la FIFA. Ce que nie donc la FIFA. Note également que le seul journaliste égyptien qui a voté donc pour The Best FIFA a mis en première position Sadio Mané. Mohamed Salah a réagi sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Il dit que malgré donc les tentatives des uns et des autres de le déstabiliser, il va continuer à représenter le football et le peuple égyptien. Des voix s'élèvent également dans la direction technique nationale du Sénégal qui commente l'absence de Sadio Mané dans le 11 type de l'année. Bassoari Diaby, le directeur de la formation des cadres, que je propose de suivre au micro de Ibrahima Diabakhate à Kédougou. Personne ne le comprend, en tout cas au niveau africain, on ne le comprend pas, surtout au Sénégal et peut-être en Égypte. Parce que quand on voit les performances de ces deux messieurs-là, on ne peut pas ne pas figurer sur le trio. Maintenant, qu'on les prenne, qu'ils soient, par exemple, prennent le trophée final, ça c'est un autre débat. Maintenant, ce qu'il faut surtout s'interroger, c'est par rapport au mode de vote. Mais quand vous regardez la répartition de tout ce qui vote à travers le monde, on n'a presque pas de voix. On peut avoir des voix que peut-être dans le continent africain. Tout le reste là, ils ne vont pas voter pour ces deux. Je crois que la CAF doit prendre ses responsabilités. On sera toujours zappé. Le mieux, c'est qu'on prenne nos responsabilités et que même qu'on boycotte une fois pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Bassoari Diaby, membre de la direction technique nationale du Sénégal. En Europe, on joue un peu partout en Espagne, suite de la 6e journée de Liga. Notez que l'Atlético Madrid mène à Mallorca 1-0 grâce à Diego Costa. Le Real Madrid joue à 19h contre Osasuna. Le Barça a gagné hier. En Italie également, il y a quelques matchs prévus aujourd'hui. La Roma-Atalanta Bergame 0-0. On joue la seconde période. Naples de Kalidou Koulibaly reçoit Cagliari à 19h, Inter Lazio à 19h également.
On joue en France où à l'instant Metz mène à Saint-Etienne par 1-0. C'est Habib Diallo, l'international sénégalais, qui marque pour le moment pour Metz. On joue la 53e minute. Lyon, Stade Brestois, 1 partout. Lille, Strasbourg, 1-0 pour Lille. Les matchs donc qui se poursuivent à 19h. Paris Saint-Germain, Reims. Nous aurons le temps d'y revenir, Jean Maron. C'est bien noté, Youssouf Bodian. Merci. Et vous laissez la place à Mamadou Amarignon. C'est dans Yonotol. Bonsoir et bienvenue. Focus sur la campagne agricole dans le Ndoukoumane. De manière globale, les producteurs sont satisfaits du développement des cultures, mais les responsables de la coopérative de Nganda sont sceptiques et s'attendent à des rendements insatisfaisants. En outre, la DPV, la Direction de la protection des végétaux, a traité plus de 2000 hectares à Kaffrine. Omar Ndiaye. À Kaffrine, 3 vagues de semis ont été notées au début de l'hivernage, mais la saison des pluies a véritablement démarré dans la première semaine du mois d'août, selon Samanda Outal, le DRDR de Kaffrine. L'arachide, le maïs et le mil sont au stade de fécondation. Maintenant, pour la 3e vague de semis, les cultures sont au stade de croissance. 200 tonnes d'arachides certifiées ont été distribuées aux producteurs et paysans par la coopérative de Nganda. Cependant, Babacar Cissé, président de la coopérative des producteurs de semences en Nganda, craint de mauvais rendements. Une quantité de 200 tonnes d'arachides a été distribuée en termes de semences, de certifiés et arachides de bouche, c'est-à-dire huileries. Cette semence équivaut à une superficie de plus de 1300 hectares. Mais on a remarqué qu'avec la disparité des pluies, une forte taux de non-germination a été remarqué, créant ainsi une faible densité. La production ne sera pas à l'appel comme on l'attendait. Mais pour Samanda Outal, l'espoir est permis pour les cultures de la 3e vague de semis si toutefois la région enregistre seulement 2 autres pluies. L'inquiétude maintenant, c'est au niveau des cultures de la 3e vague de semis. Ces cultures ont besoin donc d'avoir des pluies dans la 3e décade du mois de juillet, comme on l'avait connu l'année dernière. L'année dernière, on a eu vraiment la chance d'avoir enregistré 2 grandes pluies dans la 3e décade du mois d'octobre. Cela a eu un impact très positif sur les rendements. Donc cette année encore, on n'a pas d'inquiétude pour les cultures de la 1re vague et de la 2e vague de semis. Maintenant, l'inquiétude, c'est au niveau des cultures de la 3e vague de semis. Les maïs les plus précoces ont commencé à arriver sur le marché. Des attaques de certains ravageurs ont été notées au moment de la pause pluviométrique, mais la DPV a mobilisé 3 unités pour y faire face. Mamadou Diallo, ingénieur agronome et chef de base à Nganda. L'hivernage de cette année, comme vous le savez, a été marqué par une longue pause pluviométrique. Pour vous faire un récapitulatif au niveau de la région, pour la chenille légionnaire, nous avons traité 450 hectares pour le département de Koungheul, 115 hectares pour le département de Kaffrine et 20 hectares pour le département de Malem Hodar, soit un total de 585 hectares pour la région. Pour la chenille arpenteuse, elle était surtout localisée dans le département de Kaffrine, surtout dans la zone de Kermalik Ndiaye. Et à ce niveau, nous avons pu traiter 88 hectares. Bon. Pour les Maplanifrons, également, il est apparu, comme je l'avais dit, et il a couvert au total 755 hectares qui étaient entièrement pris en charge au niveau du département de Koungheul. Maintenant, nous sommes en train de combattre les cantharides qui ont fait beaucoup de dégâts, surtout dans le département de Malem Hodar, au niveau de Ndjoumguent et surtout de Nyotesean. Et également au niveau de Khelkom. Et à ce jour, les unités de traitement sont sur le terrain pour prendre en charge ces ravageurs. Pour la chenille légionnaire, nous avons traité 585 hectares avec 3 véhicules de traitement. Pour la chenille arpenteuse, nous avons traité 88 hectares, soit un total régional de 2015 hectares. Malgré l'apparition des cantharides qui attaquent les épis de mil, la situation est jusque-là sous contrôle selon la DPV. Avec des semis qui connaissent des avancées considérables dans le Ndoukoumane, les paysans attendent de bons rendements. Merci à Omar Ndiaye et à Mokhtar Samb pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement. Yonotol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup Mamadou Amar John. Nous aurons Dr Céliba, elle est sociologue. On analyse ensemble les accidents de la route, des accidents, le phénomène en tout cas qui inquiète tous. Ce matin seulement, on parle hier déjà, il y avait 9 personnes qui ont perdu la vie sur la route de Louga. Aujourd'hui, on parle de 3 morts sur la route Ila-Touba. Une explication sociologique de ce phénomène des accidents, c'est avec Dr Céliba. Bonsoir. Oui, bonsoir. Docteur, avez-vous une explication sociologique de ces accidents devenus inquiétants aujourd'hui?
Oui, ça devient inquiétant, hein, parce que quand même, le Sénégal a eu beaucoup de leçons par rapport à ça. Les actions restent les mêmes par rapport aux accidents au niveau national. On s'est rendu compte que sur une période de 4 ans, c'est-à-dire entre 2014 à 2017, le Sénégal a perdu 2130 personnes sur les routes. C'est trop ça. C'est trop. Donc en moyenne, 532 morts par an. Donc c'est trop dur pour une population de aujourd'hui 14 à 15 millions d'habitants. Donc pour un parc automobile tournant autour de 6 000 véhicules. Donc on a quand même pas mal de leçons. Donc chaque jour, les accidents font la une des journaux. On connaît en tout cas le naufrage du bateau Joola qui n'a pas pu servir d'exemple, de leçon, en tout cas pour les autorités, en termes de mesures qu'il faut prendre, parce qu'aujourd'hui quand même, en tout cas, il y a eu beaucoup de laisser-aller, même s'il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées, mais en termes de prise en charge, en termes de solutions structurelles, c'est à ce niveau-là que ça pêche. Et du coup, c'est juste des attitudes réactionnaires de prévention, sensibilisation qu'on a comme mesure qui reste quand même très, 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 très faible. Docteur Seliba, faut-il aujourd'hui encore exiger quand même l'éducation citoyenne et civique des personnes, puisque avec tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré les sensibilisations qui ont été faites, ça n'a pas changé apparemment? Ça n'a pas changé du tout. Au-delà de l'éducation civique citoyenne renforcée dans les écoles, mais aussi des mesures de sanctions de la part de l'État. Et je pense qu'avec le naufrage de bateau Joola, qui n'a pas du tout été un exemple par rapport à nos sanctions, parce qu'il n'y a pas eu de suite, en tout cas au niveau de la justice. C'est-à-dire on n'a pas tiré les leçons de ce naufrage? Oui, de ce naufrage. Il faudrait tirer les leçons et moi je me dis qu'avec le naufrage de bateau Joola, il y a eu beaucoup de manquements, surtout en termes de justice, en termes de sanctions et autres. Il faudrait des sanctions. Il faudrait retirer des permis, comme dans beaucoup de pays. Il faut tout simplement prendre le permis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de surcharge dans les tatas, dans les bus et autres. Il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas eu un rapport, il n'y a pas eu de contrôle. Et ça continue. Et là, c'est sous nos yeux tous les jours. Et quand on parle maintenant d'accidents et autres, bon, c'est le médecin après la mort, alors que c'est au quotidien qu'on voit dans nos bus, minibus, tata, cette surcharge. Mais pas d'action, pas de sanction, pas de réaction. C'est un laisser-aller total. Ah bon, oui. C'est un laisser-aller total. Et là, on est en train de reporter les questions importantes pour le Sénégal. Tout est reporté au Sénégal. On ne règle absolument rien et c'est vraiment écœurant. Ce n'est pas seulement la question de la recrudescence des accidents, aujourd'hui qui a atteint un tel point que tout le monde s'en offusque. Mais c'est d'autres questions aussi comme l'eau, l'assainissement, voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, en tout cas, si je me mets à la place du Sénégalais lambda, on fait du reportage. Donc les questions sont reportées, on ne prend pas en charge à bras le corps les questions pour les résoudre, on ne fait que reporter les questions. Et on ne sait pas l'année prochaine qu'est-ce qu'on aura. Voilà. Docteur Seliba, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous avez analysé avec nous les accidents de la route qui sont devenus inquiétants. C'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres.